Chers participants, chères participantes, j'aimerais vous souhaiter une agréable 12e journée de réflexion sur l'immigration francophone. On a un programme chargé, dynamique, intéressant aujourd'hui. Je m'appelle Inouk Touzin, je suis le directeur artistique du Théâtre à Pic dans un de mes chapeaux, mais aujourd'hui, je vais être votre animateur. Avant d'inviter nos deux discours d'ouverture, j'aimerais faire quelques rappels. If anyone cannot understand French or has difficulty... Prenez pas le français. Nous avons un système d'interprétation au fond de la salle. Vous pouvez obtenir l'équipement et vous pouvez avoir... vous pouvez aller chercher... En termes de journée, nous allons avoir 3 panels de conférences. C'est une journée conférence assez classique. Donc, 3 panels. Suite à ce panel-là, il va y avoir une période de questions. Alors, je vous encouragerai à profiter de l'occasion pour poser vos questions et animer un petit peu la réflexion qu'on va avoir ensemble. Il va y avoir aussi un panel qui va être sous le format d'une discussion dynamique. Il y a 4 micros dans la salle, 2 ici, puis 2 là. Je me sens comme un hôte de l'air. Et donc, vous pouvez vous diriger au micro pour poser vos questions. Comme ça, on va bien entendre ce que vous avez à dire. Aussi, il va y avoir une participation potentielle des gens sur le web. Il y a une web diffusion qui se fait de la journée. Comme ça, on rend ça accessible à tout le monde. Il y a la salle pour le dîner, est juste au coin ici, c'est la salle Lakeview. Et les salles de bain sont au fond dans le coin. Si vous sortez par ici, vous longez le corridor puis l'autre corridor. Si vous sortez par ici, c'est juste au fond là-bas. Et puis, moi, je vais être un petit peu nati de l'horaire aujourd'hui. J'ai des petits cartons à ma table qui indiquent 2 minutes, 1 minute, 30 secondes pour mes panélistes. Je vais essayer vraiment qu'on se fie à l'horaire pour pas qu'on déborde. C'est plaisant quand on peut avoir une pleine participation, mais aussi quand on respecte les échéanciers, comme ça on peut tous quitter à la même heure à la fin de la journée. Alors, pardonnez-moi si j'interromps à un moment donné. Ça va être principalement pour ça. Et finalement, en fait, maintenant que tout le monde a eu la chance de prendre son café, son thé, son eau chaude, j'aimerais vous dire bienvenue. J'aimerais reconnaître le fait que nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre, des immigrants. Et certains, ça fait plus longtemps qu'ils sont ici que d'autres, c'est tout. Et dans cet esprit, j'aimerais reconnaître que nous sommes présentement sur le territoire du traité numéro 7, où il y a eu les peuples Blackfoot, donc les Niitsitapi, les Nakota, les Stoney, et puis aussi les Tsuut'ina, donc les Sarsi. Alors, dans cet esprit, j'aimerais vous souhaiter donc la bienvenue et j'aimerais commencer les discours d'ouverture avec M. Marc Arnal, le président de la CFA. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez eu au moins 2 cafés, là, parce que la journée s'annonce intense. Je suis heureux de vous accueillir en Alberta pour la 12e journée de réflexion sur l'immigration francophone qui coïncide avec la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Vous savez sans doute que le Canada est le seul pays au monde qui veut influencer son développement démographique au moyen de l'immigration. Le premier ministre Justin Trudeau a soulevé de nombreuses réactions en parlant du Canada comme étant le premier État post-national. Ce discours public semble assez nouveau, mais j'aimerais rappeler que la Charte canadienne des droits et libertés comme cadre conceptuel de notre identité canadienne commune pose les grands principes de l'équité, du multiculturalisme, des langues officielles et de la reconnaissance des droits autochtones comme socle de notre citoyenneté. Si ces principes fondamentaux posent des jalons législatifs et constitutionnels, c'est notre capacité à tous de les traduire dans les faits qui doit guider l'exercice de notre citoyenneté et marquer notre identité commune.
Dans ce contexte, la diversité est un élément incontournable de notre compréhension de nous-mêmes et de notre richesse culturelle. J'aime référer au discours de l'ancien ministre Dave Crombie, qui a largement martelé que la citoyenneté canadienne s'exprime à travers l'équité, la diversité et la communauté, et qu'elle porte les valeurs de dignité, de tradition, d'histoire, du courage et de fierté. Si nous sommes réunis aujourd'hui pour une 12e journée de réflexion, c'est que nous n'avons pas encore réussi à faire communauté en traduisant l'équité et la diversité en faits et gestes. Par contre, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est que nous sommes en marche pour réaliser cette vision inclusive de notre citoyenneté et nous devons aligner nos stratégies communautaires, la recherche et le développement de politiques publiques en cohérence avec cette vision. Vous accueillir pour cette journée à Calgary, en Alberta, est fort significatif. La population de langue maternelle française en Alberta a augmenté de 28,9 % au cours des 10 dernières années et de 55,5 % au cours des 25 dernières. L'immigration y contribue grandement, puisque l'Alberta a connu la plus forte augmentation au Canada, selon le dernier recensement de Statistique Canada. La francophonie albertaine est composée à 26 % d'immigrants et la moitié des nouveaux arrivants dans la province s'établit ici, même à Calgary. Le gouvernement canadien s'est engagé à atteindre des cibles en immigration francophone. Un minimum de 4 %. J'ai parfois entendu 4 %, mais ce n'est pas 4 %, c'est un minimum de 4 %. Toutefois, l'atteinte de ces cibles nécessitera des actions plus robustes, des politiques et des programmes inclusifs qui font encore défaut et qui manquent encore de cohérence avec la volonté et les stratégies communautaires. Des mesures décisives en immigration francophone sont nécessaires, au-delà des ajustements et du tweaking. Aujourd'hui, je vous invite donc à réfléchir à une meilleure cohésion sociale, aux conditions de réussite des parcours migratoires, à la diversification de la participation citoyenne, au pluralisme et au caractère inclusif de la francophonie canadienne pour que cette réalité de droit devienne une réalité de fait. Bonne journée de réflexion. Merci beaucoup, M. Arnal. Alors, j'aimerais maintenant inviter M. Jean Johnson, qui est le président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, à venir terminer la bienvenue avant de se lancer dans notre premier panel. Si vous êtes panéliste pour le premier panel, je vous inviterai à vous préparer. Je vais revenir vous chercher, mais dans quelques minutes, ça va être à vous. M. Johnson. Merci, Enoch. Bonjour à vous tous. Monsieur le Président Arnal, représentant du gouvernement fédéral, distingués invités, amis de la francophonie, bienvenue à Calgary. Je dois vous dire, comme franco-albertain, je trouve ça vraiment trippant de voir que la 12e journée, finalement, a lieu dans l'Ouest et dans ma province natale. Alors, j'accompagne Marc Arnal à vous souhaiter une très belle journée et une bienvenue en Alberta. Depuis que la CFA assume la coordination de la journée, nous avons cherché à amener cet événement dans différentes régions du pays, dont notamment en 2016, nous étions à Toronto, et où on trouve une francophonie métropolitaine diversifiée, où les immigrants et les immigrantes sont bien actifs au sein d'une variété d'organismes et d'institutions de langue française. Prendre une petite parenthèse aussi de signaler, je regardais sur mon appareil, là, parce qu'on ne peut pas se divorcer de ça, et j'ai vu la déclaration de Monsieur le Premier ministre aujourd'hui prenant position sur la journée internationale contre la discrimination. Merci. Et je trouve tout à fait à propos qu'on mette la table de nos discussions aujourd'hui avec ce message. En 2007, nous étions à Moncton, où nous avons parlé du projet pilote en matière d'immigration en Atlantique et des initiatives pour l'accueil des réfugiés syriens.
Nous avons réitéré l'importance des services d'établissement de langue française par et pour nos communautés. Cette question du par et pour a trouvé son écho le lendemain dans la déclaration du premier forum ministériel de l'immigration francophone. Nous voici maintenant à Calgary, dans une ville où la croissance de la francophonie et de l'immigration est plus récente, mais musclée. Cette croissance nous interpelle parce que nous ne voulons pas seulement attirer et recruter des immigrants et des immigrantes francophones. Pour reprendre l'expression de Rodrigue Landry, nous voulons faire communauté avec eux. Je vais y revenir dans quelques minutes. Auparavant, je veux dire qu'à la CFA, nous trouvons important que la journée se déplace d'une année à l'autre parce que les réalités et les besoins de nos communautés et des immigrants qui choisissent de s'y installer sont différentes d'une région à l'autre. Je parlais de l'importance du par et pour, et c'est un argument de poids en ce sens. Nous avons fait d'énormes avancées à ce niveau. Il faut qu'on en parle parce que ce sont des histoires à succès. Je m'en voudrais de ne pas saluer la communauté francophone de Terre-Neuve et Labrador qui a célébré la semaine dernière l'ouverture de COMPA, le tout premier service d'établissement direct pour les immigrants francophones dans la province. Et je leur dis allô. Je pense que Gaël est ici aujourd'hui. Ah, OK, Gaël n'est pas là, mais il y a une représentation. Bravo, félicitations. Peu à peu, nous avançons et quand nous regardons où nous sommes maintenant comparativement à il y a 10 ans, nous voyons tout ce que nous avons réussi à faire. La Semaine nationale de l'immigration francophone, ça n'existait pas il y a 10 ans. Plusieurs services d'établissement francophones se sont créés dans la dernière décennie. Et nous, les communautés, avons acquis une expertise significative en immigration et en diversité. Et pour moi, la plus grosse réussite, c'est que nous sommes tous et toutes embarqués dans ce projet de société. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous y croyez à l'immigration francophone. Les communautés y croient, les chercheurs y croient. Les gouvernements y croient et je salue tous ceux et toutes celles qui sont ici pour le premier symposium tripartite fédéral, provincial et territorial avec nos communautés sur l'immigration francophone demain. La francophonie de 2030, de 2040, de 2050 dépend beaucoup de notre engagement à tous et à toutes et de discussions comme celle que nous avons aujourd'hui et celle que nous aurons demain. Comme je le disais plus tôt, oui, il faut recruter des immigrants et des immigrantes et les accueillir, mais il faut aussi faire communauté ensemble. On ne peut pas se permettre de penser qu'une fois un immigrant établi, notre travail est terminé. Une francophonie réellement plurielle, c'est une francophonie qui est forte parce que tous ceux et toutes celles qui en font partie y participent et sont des membres actifs de leur communauté et de la société, peu importe leur point d'origine. C'est à ça que nous vous invitons à réfléchir aujourd'hui et c'est sur ça que nous vous invitons à agir. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Johnson. Alors, on va commencer avec notre premier panel. On va plonger dans le cœur de l'action. Le titre du panel, c'est « Favoriser la cohésion sociale dans un contexte de diversité ». Les projections publiées récemment par Statistique Canada confirment que d'ici 2036, la proportion d'immigrants et d'immigrantes au sein de la population canadienne va représenter 25 à 30 %. L'accroissement de la diversité au sein des communautés francophones en situation minoritaire va nécessiter de part et d'autre une démarche constante de réelle inclusion et de dialogue. Quels sont les éléments constitutifs d'une telle démarche? Quelles sont les avancées réalisées en ce sens et quels sont les défis? Pour nous partir sur ce thème, nous allons avoir Yves Saint-Germain, qui est de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Si vous voulez vous avancer à mesure que je vous nomme, ce serait bien apprécié. Je vais prendre même ma deuxième page. Je ne vais pas me tromper.
Nous allons avoir aussi Laetitia Martin de Statistique Canada, Faisal Zelama de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Est-ce que j'en ai un? Les pages recto-verso, hein? Vous l'imprimez recto-verso? Mais non! Alors, et j'ai aussi Ronald Dillman, qui est de Franco-Queer en Ontario. Alors, prenez place, chers amis. Monsieur Saint-Germain œuvre depuis 2006 au ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté IRCC. Il est directeur responsable des politiques langagières, de l'appui aux communautés francophones minoritaires et de la mesure au rendement pour le programme. Et je vous inviterai, si vous voulez, la bio complète. C'est dans votre programme, donc je ne vais pas la lire. Je fais simplement une courte introduction pour vous mettre en appétit. Laetitia Martin est analyste au Centre de la statistique ethnoculturelle, langue et immigration à Statistique Canada. Elle détient un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise en sociologie de l'Université de Montréal. Elle œuvre dans le domaine des statistiques de l'immigration depuis plus de 10 ans. Faisal Zelama est professeur agrégé d'économie et de gestion à l'Université de Saint-Boniface, où il est directeur de l'École d'administration des affaires et siège au Sénat du Bureau des gouverneurs. Économiste de formation, il détient un doctorat en relations industrielles, spécialisation en politique publique de l'Université de Montréal. Il est aussi conseiller en ressources humaines agréé au CRHA. Ronald Dillman est coordonnateur du programme Établissement et d'intégration des immigrants, immigrantes et réfugiés francophones de la communauté LGBTQIA à Franco-Queer, une organisation située à Toronto. Il a œuvré dans le développement communautaire en Haïti, en plus de travailler à Montréal, ainsi qu'en enseignement au Manitoba. Alors, on leur souhaite la bienvenue. Et puis, je vais avoir des petites affiches pour vous outiller pour le temps. Donc, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Si vous voyez que je m'approche physiquement de vous, c'est vraiment le temps de conclure. À vous. Est-ce qu'on veut utiliser le show ou on parle de ici? Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de diversité, d'inclusion. Donc, comme vous savez, c'est un moment intéressant pour le ministère, pour ce dossier d'immigration francophone, parce qu'on est effectivement à la croisée des chemins. On termine un plan d'action, une feuille de route de 5 ans, et on est sur le point d'en débuter une nouvelle. Donc, pour faire écho aux propos de M. Johnson et Arnald, effectivement, je pense qu'il y a de belles choses qui s'en viennent, il y a des avancées significatives qui débutent, et puis je pense que le message est entendu en termes de s'assurer qu'il y a un parcours d'intégration francophone, et le ministère sera à même de pouvoir annoncer dans les prochaines semaines d'importants changements à la programmation à cet effet. En plus, cette semaine, en plus de cette journée de réflexion, il y aura aussi, bien sûr, demain, le premier symposium fédéral, provincial, territorial, communautaire pour parler un petit peu d'avancer un plan tripartite sur l'immigration francophone. Donc ça va être un autre élément historique pour nous tous, et ça aidera à orienter les actions sur le terrain en appui aux efforts d'IRCC. Donc, en termes d'aujourd'hui, alors, ça fait un grand plaisir de présider ce panel qui est réuni pour réfléchir aux façons de favoriser la cohésion sociale dans un contexte de diversité. Donc, comme expliqué un peu plus tôt, l'immigration a toujours été la pierre angulaire de la diversité canadienne. Cette diversité croissante de la population canadienne a d'ailleurs été mise en évidence dans les résultats du recensement de 2016. Et nous savons et Laetitia Martin pourra vous en parler davantage, que 22% de la population du Canada est née à l'étranger. C'est un record historique depuis 1921. On recense plus de 250 origines ethniques ou culturelles au Canada, et plus d'1 personne sur 5 ont déclaré appartenir à un groupe de minorités visibles. Donc, dans ce contexte, il est clair que la diversité et l'inclusion sont devenues une priorité importante pour le gouvernement du Canada, comme en témoignent les mécanismes établis sur le plan fédéral pour promouvoir la cohésion sociale, la diversité, l'inclusion et le pluralisme canadien.
notre ministre, l'honorable Ahmed Hussein, membre du comité du cabinet sur la diversité et l'inclusion, a pour mandat d'examiner et de renforcer la relation avec les Canadiens autochtones, d'améliorer la performance économique des immigrants et de promouvoir la diversité canadienne dans son ensemble, le multiculturalisme et la dualité linguistique. Donc, en s'appuyant sur ces priorités globales, l'IRCC travaille aussi avec le comité des sous-ministres pour une croissance inclusive qui a été créé en février 2017 pour examiner l'impact de la croissance et des politiques publiques sur divers groupes sociaux et de faibles revenus. Corinne Prince, ma directrice générale, co-préside d'ailleurs un groupe de travail sur l'égalité des chances avec Gail Mitchell d'Emploi et Développement social Canada pour identifier les défis et les opportunités d'une croissance économique inclusive, en particulier pour les populations traditionnellement marginalisées, incluant les immigrants récents. Dans la même veine, nous faisons actuellement progresser un cadre stratégique à IRCC pour mieux définir la vulnérabilité. Donc, quand on parle de vulnérabilité, ce cadre pourra servir de plateforme commune à la famille fédérale, donc l'ensemble des ministères fédéraux, pour guider l'élaboration de politiques et de programmes ciblant certaines populations d'immigrants vulnérables. Par exemple, nous comprenons que certains segments de la population immigrante sont plus vulnérables que d'autres et que le chemin vers une intégration réussie est souvent parsemé d'embûches. Certains groupes d'immigrants font face à de multiples obstacles liés à des facteurs déterminants de l'intégration, tels que le manque de compétences linguistiques, le faible niveau d'alphabétisation, l'absence ou le faible compétences essentielles, l'orientation sexuelle, le genre, l'appartenance à une minorité visible et les enjeux de santé mentale pour les groupes fuyant la persécution. Donc, le ministère travaille un cadre qui va s'appuyer sur les déterminants de cette vulnérabilité, ainsi que d'identifier les résultats clés au niveau individuel et sociétal pour répondre à ce concept de vulnérabilité. Donc, nous sommes conscients que les défis sont encore plus grands dans un contexte minoritaire francophone où la diversité est croissante et l'accès à des services en français n'est pas toujours garanti. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que je vais écouter la présentation de nos panélistes aujourd'hui qui tâcheront d'apporter leur perspective sur les façons de favoriser une démarche constante de réelle inclusion et dialogue. Donc, on pourra réfléchir ensemble quels sont les éléments constitutifs d'une telle démarche, quelles sont les avancées réalisées en ce sens et quels sont les défis. Alors, chacun de nos panélistes aura 10 minutes et ce sera suivi d'une période de questions de 30 minutes. Donc, Laetitia Martin nous parlera des francophones en situation minoritaire, un portrait des enfants issus de l'immigration. Par la suite, M. Zellama parlera des enjeux et des défis d'intégration des réfugiés d'expression française à Winnipeg. Par la suite, nous aurons M. Dillman qui nous parlera des réfugiés LGBTQIA francophones, enjeux, défis et opportunités. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Martin. Merci. Besoin de diapos, par exemple? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce quelqu'un qui s'occupe de ça? Ou... Oui. Et tu la mienne après? Ça prend une bonne présentation. Présenter des données sans graphique, sans tableau, c'est un peu difficile. Ah, il y en a une là. Parfait. On est parti. On est parti. Ah, OK, super. Ah, puis j'ai l'anglais en plus. OK. Parfait. OK. Bien, bonjour. Premièrement, ça me ferait extrêmement plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme vous avez pu entendre, donc, on a parlé brièvement de ma biographie. Mon expertise à moi est vraiment plus dans le domaine des statistiques de l'immigration. En fait, pour l'occasion de cette présentation-là, c'était la première fois que j'ajoutais la composante linguistique à ce que je faisais, ce qui m'a fait extrêmement plaisir. Ça me permet d'allier mon expertise puis de mettre à profit un peu de mon attachement particulier pour la langue française. Fait, quand Yasmina m'a contactée, le mandat qu'elle m'avait donné, c'était d'ajouter une perspective francophone hors Québec au recensement en bref qui avait été publié dans le cadre de la diffusion du recensement de 2016 qui portait sur les enfants issus de l'immigration. Donc, un article qui avait été écrit à l'origine par mon collègue René Houle. Quand il a fait son article, il partait de la prémisse de départ que les enfants issus de l'immigration
peuvent contribuer d'une certaine façon à jeter des ponts entre les immigrants adultes, donc entre leurs parents qui sont venus s'établir au Canada, puis le reste de la population canadienne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes des caractéristiques individuelles, familiales et des caractéristiques linguistiques qui sont relatives aux enfants francophones en situation minoritaire issus de l'immigration. Des caractéristiques qui, je l'espère, vont permettre d'illustrer une part un peu la diversité, autant qu'on peut le faire en 12 minutes, puis d'identifier certains défis auxquels ils doivent faire face. Mais avant de rentrer vraiment dans les données, ça bouge plus? Okay. Avant de rentrer vraiment dans les données, je vais faire certaines mises au point sur les concepts. Il y a beaucoup d'informations, puis je vais essayer d'alléger un peu la présentation. Fait qu'on va s'entendre un peu ici sur ce qu'il y a, puis ensuite, je ne répéterai pas toujours exactement les populations auxquelles je fais référence, à moins que je change de ce sur quoi on s'est entendu ici. Donc, principalement, tout ce que je vais vous présenter provient des données du recensement de 2016, avec quelques exceptions quand on parle de trajectoire historique, où l'on va utiliser des données de l'ENM de 2011, puis des données de les projections qui proviennent de Demosim. Puis aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement aux enfants qu'on a définis comme la population de moins de 15 ans, surtout les enfants issus de l'immigration. Quand on parle d'enfants issus de l'immigration, on parle soit des enfants qui ont immigré, donc à un très jeune âge, parce qu'évidemment, ils ont moins de 15 ans, ou aussi les enfants qui sont nés au Canada d'un parent, au moins un parent qui est né à l'étranger. Puis, comme on s'intéresse aux francophones en situation minoritaire, on va se concentrer exclusivement sur le Canada hors Québec pour la présentation aujourd'hui. Puis finalement, si on parle de minorité ou de majorité ou la notion de francophone, on la définit d'une façon inclusive. On utilise la variable première langue officielle parlée, donc une variable qui tient compte à la fois de la connaissance des langues officielles, de la langue maternelle, puis de la langue parlée à la maison. Donc, une définition qui est beaucoup plus inclusive que si on utilisait la langue maternelle, par exemple. OK? Donc là, on va regarder tout de suite Non, pas tout de suite. OK. On va regarder nos enfants en situation minoritaire issus de l'immigration. En fait, ce qu'on voit ici, c'est un peu une petite tendance historique. Donc, en 2016, il y avait plus de 45 000 enfants francophones en situation minoritaire qui étaient issus de l'immigration. Ils représentaient 34 de la population totale d'enfants francophones. Puis en 2011, un peu plus que ce qu'on avait observé en 2011, qui était 30 Si les tendances actuelles d'immigration se maintiennent, donc ce qu'on voit sur la partie un peu plus ombragée des graphiques, qui apparaît pas, mais après 2011, c'est les projections. Donc, si les tendances se maintiennent, le nombre va continuer à s'accroître. Donc, des enfants issus d'immigration, c'est la ligne en bleu en haut qui additionne tout. Et ils devraient représenter environ 1 personne sur 2 en 2036. C'est la population d'enfants de deuxième génération, donc la ligne en rose, vraiment les enfants qui sont nés au Canada de parents, au moins un parent né à l'étranger, qui va connaître la hausse la plus importante. Donc, selon le scénario de référence des projections, cette population-là va se chiffrer à environ 47 000 enfants en 2036. C'est une hausse surtout qui s'explique par le fait que la majorité des immigrants vont arriver au Canada au début de l'âge adulte, puis qui vont généralement ensuite avoir leurs enfants au pays après s'être établis. Donc, si on fait un petit peu de pouce sur ça, on a un nouveau graphique qui vient un peu confirmer que notre population ici de l'immigration, c'est une population qui est relativement jeune, puis plus jeune que la majorité, que la population majoritaire. Donc, juste vous expliquer, là, j'imagine qu'en arrière, les graphiques ne sont pas si évidents que ça, mais ce qu'on a, en fait, c'est on compare les gens de PLOP français qui sont à votre gauche et de PLOP anglais qui sont à votre droite. Puis j'ai séparé, la première barre, c'est les enfants de 0 à 14 ans, notre population d'intérêt, comparée aux 15 ans et plus. Fait que ce que ça nous permet de voir, c'est que la population d'enfants va se distinguer de la population adulte par son pourcentage beaucoup plus élevé de personnes de deuxième génération. Donc, on parle de 24 de l'ensemble des enfants, comparativement à 5,7 chez la population adulte, donc une proportion qui est environ 4 fois plus élevée. Puis quand on compare avec la minorité de langues officielles avec la majorité, bien, on remarque que chez la minorité, il y a une proportion plus importante d'enfants que d'adultes qui est issus de l'immigration, alors que pour la majorité, ce qu'on observe, c'est l'inverse, c'est que les personnes issues de l'immigration sont plus nombreuses chez les adultes. Donc, ce qui nous confirme que pour la minorité, c'est une population qui est relativement jeune. Mais ces enfants-là, d'où viennent-ils? Quelles sont leurs origines
géographique. Il y a certaines traditions qui demeurent pour la minorité de langue officielle. La France, c'est le pays d'ascendance qui est le plus important, peu importe le groupe d'âge. Mais si on regarde après ça à un niveau un peu plus agrégé, donc les grandes régions du monde, puis c'est ce qu'on a sur le graphique ici, où je regroupe selon les pays d'ascendance certaines régions du monde, puis je les ai séparées selon les groupes d'âge. Donc, à l'extrême gauche, vous avez notre population d'intérêt, les enfants, qu'on compare ensuite avec les jeunes, la population en âge de travailler, puis à la fin, la population de 65 ans et plus. Donc, ce qu'on remarque, c'est que près d'un enfant sur 3 était d'ascendance africaine en 2016. C'est une proportion qui est quand même similaire à ce qui a été observé chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées de 15 à 34 ans et chez celles de 35 à 65 ans. Par contre, c'est quand on regarde ensuite les deuxièmes régions en ordre d'importance qu'on commence à avoir un peu de distinction entre les enfants puis les adultes. Puis, ça reflète un peu les nouveaux pays de provenance des immigrants qu'on a observés au cours des dernières décennies. Donc, pour les enfants, l'Asie, c'est la deuxième région en importance. Elle détrône l'Europe pour les groupes les plus âgés. Puis, pour le groupe le plus âgé, 65 ans et plus, mais on parlait d'une personne sur 2 qui était d'ascendance européenne. Donc, une proportion qui est 2 fois plus élevée que ce qui est observé pour les enfants. Ensuite, si nos enfants issus de l'immigration proviennent de différentes régions du monde, bien, les raisons pour lesquelles leurs parents ont décidé de venir s'établir au pays, puis les conditions dans lesquelles leur établissement s'est fait, sont aussi vraiment diverses. C'est un peu ce que j'essaie de démontrer avec ce graphique-là, qui nous permet de voir la distribution des enfants selon la catégorie d'admission de leurs parents. Encore là, à gauche, vous avez la première langue officielle parlée français, puis à droite, vous avez les anglophones. Donc, ce qu'on remarque, c'est que, premièrement, si on regarde les immigrants économiques, on a une proportion relativement similaire pour la minorité et la majorité. Donc, on parle d'un enfant sur 2 qui va être l'enfant d'un parent qui a été admis dans les catégories économiques. Donc, des parents qui ont été admis en raison de leur capacité à contribuer à l'économie canadienne, donc des gens qu'on s'attend qu'ils soient capables tout de suite d'intégrer le marché du travail. Par contre, quand on regarde les populations un peu plus vulnérables, donc des populations qui ont été admises au pays pour des raisons humanitaires, bien, on remarque que les enfants de la minorité sont proportionnellement plus nombreux que ceux de la majorité à se retrouver là dans cette catégorie. En fait, on parle d'un enfant sur 4 au sein de la minorité francophone qui est issu de parents réfugiés, comparativement à moins de 1 sur 5 pour la population majoritaire. Une situation de vulnérabilité qui se transpose aussi dans la réalité canadienne. Si on regarde le pourcentage de ces enfants-là qui se retrouvent dans un ménage en situation de faible revenu, donc qui est généralement la mesure du bien-être économique qu'on utilise. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 2 enfants de réfugiés sur 5 qui se retrouvent dans une situation de faible revenu, soit plus du double de la proportion qu'on observe pour les enfants des migrants économiques. Bon, je veux dire, j'ai pas de boule de cristal. Il est impossible pour moi aujourd'hui de vous dire quel va être le bien-être économique de ces enfants-là quand ils vont devenir adultes. Mais quand même, ce qu'on voit dans la recherche actuelle, notamment des analyses complémentaires qui ont été menées par mon collègue René Hull, encore une fois, bon, démontrent quand même une lunette un peu positive. Ce qu'on voit, c'est que les enfants d'immigrants sur le marché du travail ont un certain succès, puis un succès qui ne se limite pas seulement aux enfants issus de parents européens, mais qui s'étend aussi aux enfants issus de la nouvelle immigration. Maintenant, le dernier indicateur que je vais présenter aujourd'hui, la maîtrise de la langue, qui est aussi un important facteur, un pas important vers l'intégration pour les nouveaux arrivants. Donc, la connaissance de la langue, ça permet d'intégrer non seulement le monde, la sphère économique, mais aussi une intégration sociale. Puis en général, là, on s'en aller un petit peu ailleurs, le graphique est complexe, puis je vais l'expliquer, mais quand on étudie les dynamiques familiales pour la population immigrante, on s'intéresse souvent à la transmission de la langue, donc souvent la langue immigrante des parents aux enfants. Mais ici, j'essaie de vous emmener ailleurs parce que ce qu'on mentionne plus rarement, c'est que les enfants aussi peuvent être des agents d'intégration linguistique pour leurs parents. Donc, ça peut être les parents qui veulent promouvoir l'utilisation des langues officielles pour favoriser la réussite scolaire de leurs enfants, ou parfois les enfants amènent aussi les langues officielles au sein du ménage, par l'entremise des amis et de l'école. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en général, dans des familles de recensement, quand on a au moins un parent né à l'étranger qui a une langue maternelle qui est une langue immigrante, bien, on remarque que les enfants francophones vont parler le français à la maison dans une proportion plus forte que leurs parents.
mais on observe quand même certaines différences selon les structures de familles de recensement. Fait que ça, c'est ce que je vous montre ici au tableau. C'est que j'ai séparé un peu en trois. On a trois différentes structures de familles de recensement. À l'extrême gauche, vous avez les familles où les deux parents sont nés à l'étranger. Au centre, on a les familles où un parent est né à l'étranger, un parent est né au Canada. Puis les dernières barres que vous avez à la droite, c'est les familles monoparentales dont le parent est né à l'étranger. Puis ensuite, je sépare pour comparer. Donc, la barre à la gauche, c'est l'enfant. Puis on compare aux parents dans le ménage. Ce qu'on remarque, c'est que l'usage du français à la maison est beaucoup plus répandu au sein des familles monoparentales et des familles où on a un seul parent qui est né à l'étranger. Donc, ce qu'on observe chez les familles où les deux parents... Ça marche pas. OK. Ce qu'on observe chez les familles où les deux parents sont nés à l'étranger. Ensuite, d'un côté, ce qu'on voit, c'est que les enfants... Je pèse pas assez fort. OK. Ensuite, d'un côté, ce qu'on observe, c'est que les enfants sont proportionnellement plus nombreux que les parents à utiliser uniquement le français à la maison, alors que leurs parents sont plus nombreux à parler une autre langue. Puis, en gros, on va me mettre à la porte. Fait que, en fait, ce que j'aimerais qu'on retienne de ça, c'est qu'en général, les enfants vont parler un peu plus français à la maison, plus souvent dans une plus grande mesure que leurs parents. Mais évidemment, si on a des familles monoparentales ou des familles où on a un parent qui est né au Canada, le français est plus prédominant. Merci. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur la situation économique de la population francophone en situation minoritaire, donc la même population qu'on a là, mais une fois rendue adulte, je vais présenter des résultats de recherche à l'intérieur de Métropolis dans le colloque qui est organisé par IRCC. Il y a eu un problème avec le programme, je ne suis pas là, mais vendredi matin à 10h45, je vais présenter certains indicateurs de faible revenu et de salaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Martin. Donc, j'inviterai maintenant M. Zellema à venir nous parler des réfugiés de l'expression française avec son collègue. Bonjour. Alors, ce matin, je vais présenter des résultats d'une recherche qu'on a menée, qui était financée par IRCC 2016-2018. Et comme vous le savez, les problématiques et la résolution des questions de l'immigration et de l'intégration, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, à cet effet, la recherche aussi ne sort pas de cette règle. Donc, j'inviterai mon collègue Patrick Noël, présent ici, pour présenter quelques aspects de notre recherche. Puis, si vous le permettez, M. Saint-Germain. Il y a un seul micro, mais on va le partager, Patrick. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'intitulé de notre présentation ce matin, c'est l'intégration des immigrants et la cohésion sociale. Et on va prendre le cas de réfugiés d'expression française, mais essentiellement les Congolais. On a travaillé un grand projet pour IRCC. On va prendre ce cas-là, les Congolais, une population vraiment vulnérable. Alors, la présentation, la structure générale, on va essayer de mettre en relation l'intégration des immigrants et la cohésion sociale, et on va l'examiner à partir de réfugiés, comme je dis, congolais, et à travers 4 perspectives. La première, c'est la dimension économique. La deuxième, c'est la dimension sociale et culturelle que mon collègue vous présentera. Et puis, on va faire parler, on va entendre qu'est-ce qu'ils ont dit les réfugiés, mais aussi les intervenants en la matière. Alors, Patrick, la problématique générale. Oui. Donc, comme Faisal le disait, nous, on a fait une recherche pour IRCC, puis on a été interpellé par le thème directeur de cette journée, celle de la cohésion sociale, et interpellé également par le thème de ce panel de cette journée, qui est notamment la question de la vulnérabilité. Notre projet portait sur les réfugiés d'expression francophone dans un milieu minoritaire, Winnipeg. Donc, à quelque part, cette population-là est doublement vulnérable, une minorité dans une minorité. Et on part d'un cadre conceptuel, si vous voulez, cadre théorique, une hypothèse directrice. Pour bien comprendre la cohésion sociale, ou c'est-à-dire pour bien réussir la cohésion sociale, il faut s'interroger sur la notion d'intégration, c'est-à-dire l'intégration est une condition sine qua non de la cohésion sociale.
On est parti d'une définition assez simple, assez englobante, la notion d'intégration. Résultat d'un processus dynamique faisant interagir au moins deux dimensions interdépendantes, l'économique et le socioculturel, et qui interpelle, comme mon collègue le disait, l'ensemble de la société. Bon, les nouveaux arrivants, la communauté d'accueil, l'État et la classe politique, les intervenants, pourvoyeurs de services. Ensuite, si je clique, ça va fonctionner. Voilà, on a vu ça déjà. Voilà. Donc, de façon plus précise, l'hypothèse de travail, qui est un peu la thèse qu'on veut défendre aujourd'hui, c'est-à-dire on vous donne la thèse et ensuite on vous donnera quelques arguments pour l'étayer, c'est que la cohésion sociale à Winnipeg est compromise par un certain nombre de lacunes sur le plan de l'intégration. De façon plus précise, les réfugiés congolais et de manière plus générale, les nouveaux arrivants congolais vivent une forme de ghettoisation, qui est vraiment le contraire de la cohésion. Comment rendre compte de cette ghettoisation? Quelle forme prend-elle? Pour comprendre ça, il faut s'arrêter sur les difficultés qu'ils vivent au niveau de l'intégration. Et ces difficultés sont de deux ordres, d'ordre économique et d'ordre socioculturel. Je vais laisser mon collègue aborder les difficultés d'ordre économique. Alors, les difficultés d'ordre économique, je vais parler de 4 grandes variables. La première, c'est le logement. Le logement, notre étude a soulevé que pour tout nouveau arrivant, l'intégration passe nécessairement il doit trouver un toit sur sa tête. Et donc, le logement est important. Et on a soulevé 4 lacunes à ce niveau-là. La première, ce sont les logements de transition, essentiellement pour les réfugiés parrainés par le public, étant donné la durée elle est courte. Et aussi, elle ne répond pas des fois aux besoins de groupe ou de la famille. Donc, c'est la difficulté de logement, étant donné qu'ils doivent trouver leur logement permanent. Donc, ils vont aller chercher rapidement pour trouver un logement avec un coût élevé. La deuxième lacune pour cette variable de logement, c'est on a soulevé l'absence des services offerts. Les services ne répondent pas aux besoins en matière, pas seulement de rapprocher la demande à l'offre ou de chercher des logements aux nouveaux arrivants, mais il y a tout un aspect qu'il faut développer allant de la recherche, allant du suivi avec d'autres intervenants en matière de santé, en matière aussi qui répond aux besoins, surtout des familles nombreuses. La troisième difficulté, c'est la disponibilité de logements à Winnipeg, et en particulier à Saint-Boniface, et le coût élevé. Et ça, cette lacune, elle donnera lieu à des enjeux très importants qui mettent en question même l'avenir de notre société, étant donné qu'à peu près le logement, le coût moyen qu'ils payent, c'est à peu près $1 400. C'est l'équivalent de revenus qu'ils reçoivent du fédéral. Et donc, ces familles-là, ils vont se trouver dans une spirale de pauvreté parce qu'ils vont vivre de la location familiale dans la plupart des cas. Et donc, c'est une pauvreté qui se transmet de la famille aux enfants et ça compromet la réussite des enfants dans les écoles. La quatrième, lacune de logement, et je mets un peu plus de temps sur le logement, c'est l'emplacement du logement. Donc, l'emplacement, il va représenter des contraintes pour que les réfugiés, congolais en particulier, se déplacent pour trouver des emplois, pour bénéficier des services. Et donc, encore une fois, c'est une contrainte. La deuxième variable qui réduit l'intégration économique, c'est l'emploi. L'emploi, pour l'étudier, je peux le faire comme il y a des lacunes
liées à l'individu, mais il y a d'autres lacunes liées aux institutions. Les lacunes liées à l'individu, aux nouveaux arrivants congolais, c'est essentiellement la langue, la non-reconnaissance des acquis professionnels et aussi les nouveaux arrivants, les réfugiés, ils ont une mobilité réduite à cause soit que la taille de la famille ou bien à cause de l'emplacement des logements. Ceci dit, il y a des lacunes institutionnelles qui émanent de la structure du marché du travail. Au Manitoba, Winnipeg n'est pas une métropole, donc les emplois sont en dehors de Winnipeg. Et donc, on voit que le taux de chômage il est très élevé parmi les réfugiés congolais, étant donné, comme je vous ai dit, la mobilité elle est réduite. La troisième variable, c'est l'éducation et la formation. Alors, on a étudié l'éducation offerte aux nouveaux arrivants, adultes. Il y a pas mal de critères, mais aussi il y a des aspects positifs. Au total, je vais mettre en clair une variable que les réfugiés, ils s'intéressent beaucoup, que soit qu'ils sont en emploi ou au chômage, à revenir à l'éducation. Et donc, pour les intervenants, il faut travailler sur cette variable qui est un moyen à explorer qui va faciliter leur intégration. La quatrième variable, c'est la maîtrise des langues des réfugiés. Et là, c'est un handicap. Il faut dire que la langue française n'est pas une langue de travail jusqu'à date. Et donc, aussi, la trajectoire, elle détermine un peu ou elle contrarie l'intégration de ces réfugiés dans le marché de travail, sur le marché de travail, soit qu'ils ont passé des longues périodes dans des pays de transition ou des camps de réfugiés, et donc ils perdent soit la maîtrise de la langue française, ou bien aussi ils maîtrisent moins la langue anglaise. Alors, les lacunes d'ordre culturel. Alors, le temps file. Donc, on est parti d'une hypothèse que les réfugiés congolais vivent une certaine forme de ghettoisation. Cette ghettoisation est attribuable à des difficultés ou à des lacunes sur le plan d'intégration. Faisal vient de parler des difficultés économiques. Je vais rapidement présenter quelques-unes qui ont trait là, à l'intégration socioculturelle. Premièrement, l'identité et le sentiment d'appartenance à la communauté. On a pu constater à la lumière d'entrevues, d'entretiens menés auprès des réfugiés d'expression française, notamment congolais, qu'il y avait là des problèmes très importants au niveau de leur sentiment d'appartenance à la communauté d'accueil. Deuxième lacune concernant l'intégration socioculturelle, c'est la communauté d'accueil elle-même. Je vous rappelle qu'on considère l'intégration comme un processus englobant, c'est-à-dire qui nécessite un travail de la part des réfugiés, mais aussi de la communauté d'accueil. Il y a des lacunes à ce niveau-là également. Il y aurait tout un travail d'éducation culturelle à faire auprès de la communauté d'accueil. Les réseaux communautaires, rôle de l'Église et des associations ethnoculturelles. Là, ici, c'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire ces réseaux communautaires-là ont pu aider les nouveaux arrivants, les réfugiés, à se sentir chez eux, mais il y a un risque qu'ils se ferment ensuite sur eux-mêmes, c'est-à-dire former des mini-Congos à l'intérieur de Winnipeg s'ils ne sortent pas de ces réseaux communautaires. La maîtrise des langues officielles, Faisal en a parlé un peu dans le cadre de la dimension économique, mais les langues officielles, c'est également quelque chose qui dépasse l'économique, c'est-à-dire ça renvoie à la culture. Donc, c'est une lacune sur le plan de l'intégration socioculturelle. Et la santé, très rapidement, il y a des lacunes très importantes. Vous savez l'importance que peut avoir la santé dans un processus d'intégration. On a pu le constater avec les entrevues qu'il y avait des lacunes à ce niveau-là. Je vais peut-être laisser mon collègue dire un mot de conclusion avant que nous terminions. Merci, Patrick. Alors, restons positifs. Je vais ramener ma conclusion à 3 points. Il est clair que la cohésion sociale à Winnipeg est compromise en raison de la faiblesse d'intégration, et c'est au moins pour les raisons, les deux ensembles de raisons qu'on a évoquées ce matin. La deuxième, l'intégration des Congolais et par extension les nouveaux arrivants d'expression française
passe nécessairement par une intégration non seulement formelle. Depuis 1971, Saint-Boniface n'a plus de maire, mais on veut une intégration réelle et substantielle en termes de services et de collaboration entre les intervenants anglophones, francophones. Peut-être il nous faut un deuxième pont qui lie Saint-Boniface à Winnipeg. Troisième, il est sûr qu'à Winnipeg, pour faciliter l'intégration et de nouveaux arrivants, particulièrement cette population vulnérable, ceci passe par la mobilité. Donc, il faut que les intervenants travaillent sur la mobilité, faciliter la mobilité et surtout entre le rural et l'urbain à Winnipeg. Je vous remercie. Je remercie M. Zellama et M. Noël pour leur présentation. Donc, maintenant, j'inviterai M. Dilleman à venir nous parler des réfugiés francophones LGBTQIA. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup au comité organisateur d'inviter Franco Queer à partager leur expérience avec une tranche de l'immigration, justement, qui sont vulnérabilisés. Alors, comme coordinateur, je m'occupe du programme pour supporter les demandeurs d'asile francophones LGBTQIA basés sur l'orientation sexuelle. C'est vraiment le contexte. Et bon, évidemment, je vais mentionner LGBTQIA, mais si jamais dans les questions vous voulez mentionner le terme, vous pouvez juste dire LGBT, c'est plus simple. Alors, on va poursuivre, ça roule. D'abord, un contexte historique. J'aimerais ça un peu vous situer pour Franco Queer. Voilà. Alors, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Et puis, la mission de l'organisation est de regrouper et de représenter les personnes francophones LGBTQIA et leurs alliés en Ontario, puis de leur offrir des activités, des services, des programmes adaptés, ainsi que des moyens de célébrer leur diversité dans une ambiance francophone. Le cœur des activités de Franco Queer est autour de programmes. C'est choisi selon les besoins de la communauté LGBT locale et évidemment aussi basé sur les fonds disponibles. Un des premiers projets fut le dossier VIH-Sida pour Franco Queer, ce qui nous a amené à fonder une organisation indépendante qui s'appelle Action Positive. Et ils ont, eux, un financement récurrent chaque année. Il y a eu d'autres projets aussi, des projets de santé sexuelle, également sur les personnes LGBT aînées, où nous avons créé un site web qui s'appelle Histoire de fierté. Ce sont des témoignages de 6... Ah, il y a... Oh, je vais essayer de voir si... Voilà, ça a apparu. Merci. Alors, vous voyez, Action Positive, et maintenant je parle de l'Histoire des fiertés. Alors, c'est un témoignage de 6 personnes, 3 lesbiennes et 3 gays, sur leur histoire comme franco-ontariens. Alors, ce projet-là a valu une reconnaissance du patrimoine franco-ontarien. Chaque année, nous participons à la Pride de Toronto. Nous offrons une programmation à ce moment-là qu'on appelle Franco-Fierté, où on offre des activités, une dizaine d'activités en français. En plus de la participation au grand défilé, nous avons un kiosque dans la foire de Pride. Ici, nous voyons la première ministre Kathleen Wynne et son épouse qui vient nous visiter le kiosque chaque année. Alors, bon, Kathleen est celle qui est en rouge et son épouse avec le chapeau blanc un peu, là, pas trop loin. Maintenant, ce qui nous regarde un peu plus proche de la question d'aujourd'hui, il y a eu un nombre croissant de demandes de lettres d'appui de la part des demandeurs d'asile pour les aider dans leur audience au tribunal pour les réfugiés. Ce qui nous a amené à mettre sur pied un programme spécifique pour les supporter. Nous avons fait des démarches auprès du ministère de l'Immigration provinciale en Ontario et eux nous ont suggéré de faire une recherche sur les besoins. Alors, j'ai 2 copies pour ceux qui sont intéressés. Ça, c'est le projet comme tel, un document de 106 pages qui explique un peu la méthodologie et les résultats. Et aussi, c'est disponible sur le site web, alors on peut le trouver en ligne également.
Alors, cette recherche qui a été préparée par 2 chercheurs, je nomme leur nom, Éric Agathe-Gass, Julie Lassonde, ils ont fait leur rapport pendant 1 année. On a fait ça en 2014. Et en 2015, on l'a publié et c'était aussi notre première année pour la programmation pour les réfugiés comme tel. Ça fait donc 3 ans que nous poursuivons ce programme qu'on appelle le Carrefour des immigrants franco-queer. En gros, ce programme, c'est un accompagnement individuel dans la demande d'asile. Alors là, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est s'assurer qu'ils ont un avocat francophone, qu'ils ont une audience francophone, qu'ils ont un abri, qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont l'argent fonctionné et aussi de l'écoute de leur histoire, faire une planification avec eux et le suivi et beaucoup d'autres choses. Aussi, on offre une orientation selon leurs besoins, soit au niveau de la santé, les permis de travail, logement, formation, l'emploi. On offre aussi des ateliers de formation et de découverte sur la culture canadienne. On offre aussi des groupes d'échange et de soutien, soit sur la santé physique, la santé sexuelle et la santé mentale. Et aussi, ce qui est important, c'est une mise en relation avec d'autres membres de la communauté LGBT et le jumelage avec des bénévoles. Mais maintenant, d'où viennent nos réfugiés? Majoritairement d'Afrique, comme vous pouvez voir. Hop, ça apparaît pas un instant. Voilà. Voilà le graphique. Alors, c'est surtout de l'Afrique. Et vous remarquez que la majorité, soit 40%, viennent du Cameroun. C'est la réalité à Toronto. Et bon nombre du Sénégal, Mali, Congo, Kinshasa, Tchad, Togo, Guinée-Conakry. Et le tiers, c'est les autres pays comme le Bénin, Burkina Faso, Burundi, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Haïti, Jamaïque, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria et la Syrie. Il va sans dire que les enjeux sont nombreux. On en a parlé déjà avec de différentes façons, mais c'est toujours la même chose. Ils sont nombreux pour les réfugiés LGBT à Toronto. Déjà, franco-queer représente une population minoritaire dans une population minoritaire. Donc, si on ajoute à l'identité sexuelle et la langue, s'ajoutent d'autres dimensions comme la race et la religion. Les défis au quotidien sont d'avoir des services en français, des services d'aide sociale, de santé mentale en français. Il y a un grand besoin de ce côté-là, considérant le stress post-traumatique de leur expérience avant d'être réfugiés. Il y a le manque d'abri, évidemment, le coût de la vie très cher à Toronto, d'être un groupe racialisé et de vivre l'émergence d'une identité sexuelle plus libre, l'isolement, la solitude et le manque d'espace inclusif. Maintenant, pour franco-queer, il y a aussi des défis, il y a des enjeux. Avoir un seul employé, c'est moi. La planification, parce que je fais la planification, la demande de fonds, les mises en œuvre de programmes d'intégration d'établissement. Je fais un suivi avec chaque réfugié, gestion de crise, rapport d'évaluation, représentation de l'organisme de franco-queer au niveau local, provincial, et plusieurs comités, évidemment, à Toronto, on en a plusieurs. Aussi, l'enjeu, c'est d'avoir l'appui d'un conseil d'administration qui soit impliqué, avoir accès à des personnes ressources francophones pour les ateliers et avoir ce n'est qu'un bureau. Nous sommes, je crois, la seule agence qui supporte les réfugiés LGBT francophones en Ontario. Nous sommes, je crois, la seule agence à avoir qu'un seul employé. À Toronto, je fais une comparaison ici, là. Les agences anglophones desservant les réfugiés sont nombreuses. Ils ont plusieurs employés, ils ont une infrastructure. Ce n'est pas normal, à mon avis, que nous soyons sous-financés. Cela dit, franco-queer contribue à supporter une communauté marginalisée, vulnérabilisée, mais aussi contribue à enrichir le pays avec des nouveaux arrivants, francophones et professionnels. À l'intégration aussi des étudiants internationaux qui sont LGBT. D'atteindre l'objectif, ici, j'ai une autre, je vais un peu trop vite. Voilà. Alors, d'atteindre l'objectif des 5% d'immigration francophone visée par la province de l'Ontario, la participation à la vie économique et culturelle du pays,
de renforcer les communautés dans sa diversité, pour plus de liberté, pour plus de dignité et pour plus de fierté. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux animer la période de questions? OK. Alors, merci beaucoup aux panélistes. Je vais laisser le président du panel animer la période de questions. J'espère que vous avez pris plein de notes et puis que vous allez avoir plusieurs contributions à faire. Et puis, moi, je vais garder un œil sur le temps. Je pourrai te donner le signal de la fin. Merci, M. Saint-Germain. Merci beaucoup. Alors, merci à nos panélistes pour leur excellente présentation. Donc, on va passer aux questions. Donc, cas de vulnérabilité, un groupe vulnérable. Alors, une première question ici à ma gauche. Allô, bonjour. Je me présente, je suis Salwa Medri, la coordonnatrice du réseau d'immigration francophone du Manitoba. Ma question ou remarque plutôt, merci beaucoup Faisal pour cette recherche et puis ces résultats qui sont très pertinents. Et merci 1000 fois d'avoir en quelques minutes illustré d'une manière scientifique et prouvé par A plus B l'effet que les réfugiés francophones non desservis par des organismes francophones a sur la clientèle. Tu viens de le démontrer et merci infiniment pour ça. Parce que de l'autre côté, c'est vrai que les réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral, les Congolais notamment, sont une population très élevée parmi tant d'autres. Mais quand IRCC fait le dispatch, j'ai envie de dire, pardonnez l'expression, de la clientèle, ils ne tiennent pas compte à ce point-ci du profil linguistique. Ce qui se fait que ils se retrouvent desservis par l'organisme francophone parce qu'il y en a que 2 anglophones, je veux dire, que 2 à Winnipeg. Ils se retrouvent du côté non francophone et découvrent des années plus tard que les services en français existent parce que l'aiguillage et le référencement ne se fait pas comme il se doit. Et pour illustrer l'impact que ça peut avoir, ceux qui sont desservis par l'accueil francophone et la communauté francophone, leur taux de réussite et d'intégration est beaucoup plus élevé parce que, en effet, toutes les composantes qui constituent des défis sont tenues en considération au moment de l'installation et les logements de transition sont faits de façon à accommoder toutes les tailles et toutes les composantes familiales des réfugiés. Merci beaucoup. Merci. Voulez-vous répondre à la question? On a fait parler dans cette étude les intervenants francophones, Salwa le sait très bien, et puis 2 lacunes majeures, 2 défis pour les intervenants, notamment francophones. L'absence et la faiblesse de l'infrastructure pour réaliser leurs objectifs et leur plan d'action. Il y a peu ou pas d'infrastructures pour aider l'intégration de réfugiés d'expression française. Le deuxième, il y a le problème de communication interculturelle. Alors, il n'y a pas seulement le défi de la langue, mais les réfugiés, on ne les choisit pas, ils viennent des allophones, ils ont leur façon de communiquer. Et les intervenants francophones, ils ont besoin de soutien aux ressources humaines, soutien aux ressources financières pour atteindre l'objectif. C'est un défi majeur. Merci, Salwa. Merci. Une prochaine question. Je demanderai à ceux qui posent des questions de s'identifier aussi. Alain. Oui, je sais pas si vous en... Merci. Alain Dobi du réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l'Ontario. Ma question est pour M. Faisal. Est-ce qu'on peut avoir la proportion des réfugiés congolais à Winnipeg? Et en quoi est-ce que les éléments que vous avez présentés, les défis notamment, sont spécifiques à ces réfugiés-là? Merci. Alors, les réfugiés, on a choisi l'exemple des réfugiés congolais parce qu'ils sont majoritaires. Ils représentent à peu près 70% des réfugiés d'expression française à Saint-Boniface et à Winnipeg. Donc, le choix, parce qu'ils sont majoritaires.
puis on l'observe. Disons les choses telles qu'elles sont, on observe, et c'est ça qui touche notre curiosité scientifique, on observe un petit Kinshasa qui est en train de se naître à Winnipeg. Alors, ils sont majoritaires, ils sont la proportion la plus importante, et les défis pour les Congolais sont majeurs. Alors, c'est la population la plus vulnérable, étant donné les délais d'attente, leur trajectoire spécifique, leur passage par que ce soit des pays de transition comme la Zambie ou autres, ou les délais dans les camps de réfugiés en Afrique du Sud. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit qu'ils font, par exemple, le lien de la langue française avec des choses traumatisantes qu'ils ont vécues, ou aussi qu'ils ont perdu cette langue-là lorsqu'ils ont passé par des pays anglophones où le français est absent. Donc, c'est une population, d'après nous, la plus vulnérable qui a mérité notre attention dans cette recherche. Merci. Si je peux me permettre de rebondir, je suis d'accord avec ce que mon collègue dit, mais il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on est isolé pour les besoins de la cause aujourd'hui, la population congolaise. Ce n'est pas la seule population de réfugiés d'expression francophone à Winnipeg. Et il y a bien des choses qu'on a dit aujourd'hui que vivent d'autres groupes francophones, d'autres groupes de réfugiés francophones à Winnipeg. Donc, c'est pas seulement spécifique aux Congolais. Merci. On prend une question à droite maintenant. Bonjour, Christian Val, Réseau du Nord de l'Ontario, code postal P. J'apprécie vraiment ce que vous démontrez et c'est le fait que nous envoyons tout le monde au grand centre. C'est naturel d'aller les grands centres. On nous dit qu'on ne peut pas dire aux réfugiés où aller, mais on les envoie dans des centres prédéterminés. On a fait un forum sur la régionalisation au mois de novembre. Ce qu'on a trouvé, ce qui a été prouvé, c'est que les immigrants qui s'installent en région, leur taux d'employabilité est plus haut que dans les grands centres, leur salaire moyen est plus haut que dans les grands centres. Cependant, les recherches que vous allez faire ne démontreront pas parce que nous ne rejoignons pas le seuil de significativité statistique. Ces données-là ne sont pas disponibles. Cependant, le code postal P, c'est 800 000 km², 6 services d'établissement, un francophone. Cela veut dire que les gens qui travaillent en immigration n'ont pas le mandat de le faire. Ils n'ont pas de barrière bureaucratique. On fait des choses hors de l'ordinaire. Et là, on commence à vraiment avoir des résultats. À Sudbury, on devait recevoir 20 familles de réfugiés syriennes. 5 sont arrivés. 4 d'entre eux ont déjà commencé leur propre entreprise. Vraiment du succès. À Thunder Bay aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ont eu beaucoup de succès, de lancement d'entreprise. Une firme d'architectes qui a embauché quelqu'un, qui sont très satisfaits. À Terrace Bay, c'est à 12 heures de nulle part, où c'est une enseignante africaine qui est maintenant directrice d'école. Pour la première fois en 20 ans, on dépasse les 40 étudiants dans l'école francophone. Ce qui démontre qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'extérieur des grands centres, mais il faut qu'on ait les outils pour aller à l'extérieur pour dire aux gens de venir. Une fois qu'ils sont installés dans les grands centres, on s'endette, nos enfants s'inscrivent à l'école et on ne veut pas sortir. Alors, le résultat ultime n'est pas atteint parce qu'on n'a pas la clé à la porte. Merci. Merci. J'invite le panel à répondre si vous voulez faire un commentaire. Il y a là des belles pratiques exemplaires, je crois, qui pourraient inspirer d'autres provinces, d'autres régions dans d'autres provinces. Nous, on encourage pour le Manitoba que les nouveaux arrivants s'installent davantage en région. Mais j'ai pas très bien compris. On ne pourra pas connaître ces résultats-là. Grand nombre d'immigrants, lorsqu'on parle de statistiques, le recensement, c'est 20 % de la population. Lorsque tu as une personne ici, une personne là, donc on ne peut pas partager le nombre. Et ensuite, si on parle de seuil de significativité, où ce que la marge d'erreur ne permet pas de pouvoir inférer dans les autres régions et de comparer. Merci. Une question à notre gauche maintenant. Georges Bahaya, directeur général du Centre d'accueil du Nord de l'Alberta. Je voudrais remercier d'abord les chercheurs pour ce travail très apprécié.
Je voudrais vous dire que vous parlez de Winnipeg, mais c'est la même réalité qu'on vit en Alberta. J'ai été à Vancouver il y a quelques temps, c'était pratiquement la même réalité pour cette même population. Et donc, ce que vous dites ne fait que confirmer ce que nous disons au jour le jour. Mais je voudrais avoir certaines précisions pour m'aider à mieux comprendre ce que vous avez dit. Vous êtes passé rapidement aux recommandations. J'aurais voulu que vous reveniez sur les recommandations de votre recherche, parce que c'était vers la fin. On n'a pas bien saisi ce que vous recommandez et au gouvernement, et aux uns, à la communauté d'accueil, et même aux fournisseurs de services. La seconde chose, tout en rejoignant ce que ma collègue a dit tout à l'heure, la première intervenante, les services donnés par les francophones et pour francophones sont plus efficaces que quand ces réfugiés sont reçus par nos collègues anglophones. Nous l'avons toujours dit, on le répète. Et c'est pour cette raison-là que j'aurais voulu que vous nous donniez la proportion des personnes qui ont fait l'objet de cette recherche, qui ont été servies par l'accueil francophone, versus la proportion des personnes qui ont été reçues par l'organisme anglophone de Winnipeg. Ça nous permettrait de voir un peu, de confirmer ce que nous pensons être une réalité, puisque les services par les francophones pour francophones sont plus efficaces. Je ne dis pas que nous arrivons à répondre à tous les défis. Les défis demeurent, mais je pense que ça peut aider à comprendre. Merci. Merci. Alors, quelques peut-être réactions quant au service des intervenants francophones. Ça, c'est un peu il y a un dévouement, on le sent. Hein, les intervenants francophones, tout d'abord, il y a une excellente collaboration autour de réseaux d'immigration francophone. Ils se partagent, il y a un modèle des pratiques réussi en matière de collaboration qui servent les nouveaux arrivants d'une manière générale. L'autre chose, les recommandations, vous le savez, on a fait des recommandations, c'est notre mandat dans cette recherche. Les recommandations sont entre les mains de IRCC. Ce que je peux dire, c'est que la particularité de Winnipeg, c'est les emplois sont en dehors de Winnipeg. Donc, il faut qu'on mette l'accent sur faciliter la mobilité. La région de Winkler, la région d'Altona, c'est là où il y a les emplois. Et je sais que les intervenants, le CEDEM, il fait un effort considérable pour amener ces gens-là à s'installer dans les régions. Est-ce qu'il y a l'infrastructure nécessaire? Ça, c'est une question à voir de près. Maintenant, les recommandations, c'est l'éducation, le retour, l'envie. On a recueilli l'envie de réfugiés congolais vulnérables à l'éducation. Et donc, on sait que cette variable-là, c'est une variable maintenant clé pour faciliter leur intégration, dont il faut bien évidemment mettre beaucoup plus d'accent. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est très difficile à dire. C'est-à-dire, on n'est pas rendu dans notre étude, honnêtement, à comparer, mais on plaide pour plus de collaboration entre les intervenants anglophones et francophones. Et c'est pas mutuellement exclusif d'ailleurs. Hein. Certains ont pu recourir à des services francophones et en même temps des services anglophones. Donc la comparaison peut s'avérer ardue pour cette raison-là. Hein. C'est pas mutuellement exclusif. Oui, Ronan. Je trouve que c'est une question intéressante aussi à plusieurs niveaux. Au niveau, par exemple, des réfugiés, c'est une question qu'on se pose aussi. Où sont les réfugiés francophones à Toronto? On les retrouve souvent dans les organismes anglophones par faute de présence. Alors, plus on se fait connaître, ça aide. Et aussi, je prends les moyens pour faire des partenariats avec les organismes anglophones. Ils nous connaissent. Et lorsqu'ils ont des réfugiés qui sont francophones à leur sein, ils nous les réfèrent. Alors, on fait aussi un échange. Je vais facilement suggérer aussi aux réfugiés de participer aux activités des organismes anglophones aussi. Question d'avoir plus de support, d'apprendre l'anglais, le pratiquer. Et c'est très bon d'avoir une collaboration entre les groupes linguistiques également.
Merci. Avant de passer à la prochaine question, simplement rappeler que tous ceux qui sont branchés à la web diffusion peuvent aussi poser des questions en ligne et les questions vont être retransmises au panel. Monsieur. Bonjour, mon nom c'est Kayujuka et je travaille avec Action Emploi. Je suis conseiller d'emploi, ça fait 10 ans. Ma question va partir de l'intervention de M. Ronald. Je voudrais vous remercier pour votre initiative que vous faites à Toronto pour la partie des immigrants la plus vulnérable les réfugiés et puis les réfugiés, ce qu'on appelle les réfugiés in limbo, donc ceux qui n'ont pas de statut, donc ceux qui n'ont pas été acceptés comme réfugiés au sens de la Convention de Genève. Un constat que je fais depuis que je travaille comme conseiller en emploi, surtout les 3 dernières années, c'est qu'on ne trouve pas, surtout en Alberta, et je l'ai mentionné hier à la conférence que nous avions, qui était plus anglophone, il n'y a pas eu d'intervention francophone, c'est qu'on a tout coupé, surtout en Alberta. C'est-à-dire qu'on peut leur fournir que des services de base. C'est comme un emploi, ça va juste se limiter sur un résumé. Et puis, 2, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne peuvent pas renouveler leur licence, disons leur permis de conduire. Je pense que Bahaya peut-être ne va pas me contredire. Mais la question que je me pose, il a raison, si on les a servis, si l'Ontario peut les servir, peut fournir ses services, pourquoi l'Alberta ne peut pas fournir ses services? Donc cette question va s'adresser plus à immigration, réfugiés, citoyenneté Canada. Et puis 2, est-ce que c'est une passivité des services en emploi, ou bien en établissement, ou bien une passivité de la communauté francophone qui ne fait pas plus de, advocacy. C'est ça que je regarde. Je vais comprendre un peu ces doubles mesures. Donc, qu'ils trouvent des services en Saskatchewan, qu'ils trouvent des services en Ontario, qu'ils trouvent des services au Manitoba, mais qu'en Alberta, on trouve qu'ils ne donnent pas de services. Donc, j'ai posé la même question hier. Alors, je voudrais un peu comprendre. On a la CFA, on a les centres d'accueil, on a Immigration et réfugiés Canada, on a des chercheurs. Je voudrais savoir une raison derrière ça. OK, merci. Merci beaucoup pour la question. Je vais essayer de répondre aux 2 aspects. Mais en fait, je trouve ça intéressant parce que finalement, on fait une réflexion sur la question de la communauté LGBT. Évidemment, c'est certain que Toronto, enfin les grands centres urbains sont des endroits où souvent les migrations vont. Et puis moi, j'encourage les gens d'aller en région, ça c'est certain. J'ai déjà vécu au Manitoba moi-même, j'ai travaillé là et c'est important. Mais bon, avec le phénomène de la discrimination, de l'homophobie, transphobie, biphobie, finalement, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens de la communauté LGBT vont aller dans les grands centres. Par contre, ça n'empêche pas que la communauté LGBT existe un peu partout. Et puis, je trouve ça intéressant qu'on fasse une réflexion pour voir, finalement, qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, on n'a peut-être pas une organisation spécifique comme Franco-Queer à Edmonton, par exemple. Mais par contre, les organisations d'établissement, je pense, sont amenés à réfléchir un peu sur leur politique, sur leur leadership dans cette question-là, à savoir jusqu'à quel point ils peuvent offrir un espace positif et sécuritaire. Et là, vous allez avoir des gens qui vont émerger, qui vont peut-être avoir le courage d'être ce qu'ils sont eux-mêmes et de participer pleinement comme citoyens. C'est un peu ma réaction en gros. Évidemment, c'est un peu complexe, mais je pense qu'il y a de l'avenir de ce côté-là. Et aussi, juste pour faire une annonce, l'été dernier, il y a eu la première rencontre Fierté Canada, Pride Canada. Absolument, c'est les villes qui organisent ça, mais là, il y a un Pride, une fierté canadienne, et la première est à Montréal. Et le prochain sera à Winnipeg. Alors, j'invite les Franco-Manitobains de voir l'événement venir, c'est dans quelques années. Alors, ça serait une belle synergie pour pouvoir permettre à la communauté LGBT locale et les alliés de pouvoir participer et de faire entendre leur voix. Peut-être pour ajouter à la réponse du côté de IRCC, c'est certain que le programme d'établissement permet de soutenir la communauté LGBTQ.
on est en train de revoir ce cadre de vulnérabilité. On est en train aussi de réfléchir en termes de services. Donc, est-ce que les services sont cohérents et puis sont identiques partout à travers le pays? On est conscient qu'il se peut qu'il y ait des manques. Donc, si c'est le cas en Alberta, absolument, on va pouvoir voir ça. En fait, on est en train de faire une cartographie de l'ensemble des services d'établissement pour justement s'assurer qu'il y a une parité dans les services qui sont offerts. Donc, c'est un travail qu'on vient de démarrer à RCC, mais on ne le fait pas seul, on le fait avec les provinces et territoires. Donc, justement, pour savoir dans quelle mesure les provinces et territoires peuvent nous appuyer là-dedans, parce qu'il y a certains services qui, évidemment, touchent davantage l'intégration à long terme. Mais en ce moment, il y a effectivement du financement pour à la fois parler un peu plus des droits de la communauté LGBTQ, de réfléchir à ces questions d'identité, de pouvoir passer les messages en termes de quels sont les droits en identité des gens. Il y a aussi le soutien aux jeunes, donc aux groupes de jeunes, donc LGBTQ. Donc, il y a de la programmation aussi de ce côté-là. Puis, ce qu'on fait, le ministère, c'est qu'on essaie aussi de former, avec votre aide, de former les fournisseurs de services à toutes ces questions-là. Donc, je pense que ça progresse de ce côté-là. Alors, prochaine question à ma gauche. Oui. Bonjour, mon nom c'est Bonaventure Ochudi. Je suis le directeur de services aux nouveaux arrivants au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, dont je viens du sud de l'Ontario. Nous couvrons un territoire presque 100 km², donc de Hamilton jusqu'à la péninsule du Niagara. D'abord, merci à tous les panélistes. Et ma question s'adresse à Mme Laetitia Martin. Vous avez dit dans votre énoncé que les enfants issus de l'immigration ont un succès sur le marché du travail. Marché d'emploi. Moi, ça m'a fait sursauter. Pourriez-vous nous partager un tableau explicatif par ordre de pays? Quelle est la proportion des enfants immigrants d'origine africaine et, j'insiste, d'origine subsaharienne, l'Afrique noire? Merci. Madame Martin. Oui. Merci pour votre question. En fait, j'ai pas un tableau explicatif aussi précis que ça à ce stade-ci. Je vais présenter vraiment des résultats sur les enfants issus d'immigration à l'âge adulte. J'essaie de me rappeler, parce que je les présente vendredi un peu, si vous êtes là vendredi matin, où je pourrais peut-être prendre vos coordonnées et être en contact avec vous. Mais en effet, quand on contrôle pour à peu près, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais quand on contrôle pour différents facteurs, on remarque en effet que la région d'origine pour les enfants des migrants n'a pas un si gros impact que ça sur les résultats économiques. Cela dit, il y a certains bémols. On voit une petite différence, notamment pour les hommes immigrants qui semblent avoir un peu plus de difficultés, ceux qui sont arrivés, en tout cas, après l'âge de 25 ans. Il y a certaines choses comme ça. Mais c'est ça, je voudrais pas parler à travers mon chapeau, mais si vous voulez, on pourrait peut-être essayer de discuter. Je pourrais vous partager ça peut-être par courriel ou vous revoir dans le cadre de la conférence, parce que je l'ai pas exactement avec moi. Mais c'est en effet ce que ça démontre, les recherches qu'on a présentement. Il semble pas... les enfants des migrants, ceux qui sont là aujourd'hui. Mais il faut penser que, quand je parle des enfants des migrants aussi, c'est des enfants des migrants qui sont aujourd'hui sur le marché du travail, donc qui ont 25 ans. Donc, on parle d'une cohorte qui est probablement arrivée au moins il y a une dizaine d'années ou avant. Donc, ces choses-là, c'est pour ça que je disais un peu plus tôt que j'ai pas de boule de cristal. Les enfants qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qui va leur arriver dans 10 ans? Est-ce que c'est la même chose que ceux qui sont arrivés avant eux? On ne le sait pas. Juste le temps va nous le dire. Mais, bref, si vous voulez venir me voir, on pourra partager les coordonnées puis je vous enverrai certains résultats. Merci. Une prochaine question de M. Arnal. Merci. Depuis qu'on s'est rendu compte, en 2002, avec la tournée Dialogue, que l'immigration telle qu'elle était pratiquée à l'époque contribuait à notre déclin démographique et qu'on a mis en place des mesures pour essayer de répondre ou pallier à cette situation-là qu'on trouvait carrément inacceptable. 16 ans plus tard, on n'a toujours pas atteint nos cibles. Alors, force est de demander si les mécanismes qu'on utilise, nonobstant les 10 ans de grande noirceur qu'on a connus avec notre précédent gouvernement, et je m'excuse de montrer mes couleurs, mais c'est comme ça. Nonobstant ça, je trouve qu'on a fait des progrès, c'est sûr, mais pas assez. Au niveau de nos communautés aussi,
je peux parler surtout de l'Alberta, on a fait des progrès, mais pas assez. Il y a, je pense, à un moment donné, lorsque j'étais impliqué directement dans l'immigration, on avait convoqué un groupe de travail composé d'individus qu'on pourrait qualifier d'experts. Et on avait proposé, à ce moment-là, évidemment, on savait que ça irait nulle part parce que c'était pendant les 10 ans dont j'ai parlé précédemment, mais on avait proposé la mise sur pied d'une agence d'immigration gouvernementale dont la responsabilité serait le recrutement de francophones. Ça avait été utilisé au début du siècle précédent par Clifford Sifton pour essentiellement rendre les francophones dans l'Ouest canadien très minoritaires. Alors on s'est dit, let's foist them on their own petard. On a développé une proposition avec un casting, avec des fonctionnaires de niveau, on a mis les niveaux et tout, et on avait un ancien directeur général de l'immigration qui faisait partie de notre groupe et puis qui a complété toute la partie. Ça n'a pas été retenu par personne, évidemment, mais ça demeure que c'est là. Et je pense que si on est sérieux à un moment donné, là, ce serait peut-être temps qu'on prenne d'autres moyens que les moyens qu'on a pris jusqu'à date. Deuxième point, c'est sur la pauvreté parmi les réfugiés et les immigrants. Moi, je viens d'un petit village au Manitoba qui s'appelle Sainte-Rose-du-Lac. C'est à 300 km au nord de Winnipeg. Et il y a une ville à côté qui s'appelle Dauphin. C'est le centre ukrainien de la province. Il y a plusieurs années passées, il y avait eu une expérience de revenu garanti à Dauphin. Puis c'était une expérience qui avait été très positive et très concluante. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec les réfugiés et puis les immigrants francophones pendant un certain temps? Pourquoi ne pas garantir un revenu raisonnable pendant un certain temps pour leur permettre justement de s'intégrer à la communauté? C'est des idées flyées peut-être, mais bon Dieu, si on est sérieux, ce serait temps que peut-être qu'on commence à faire des choses sérieuses. Merci. Alors, je ne sais pas si le panel veut répondre aux commentaires, sinon moi je pourrais faire quelques mots. C'est clair, on a plaidé pour faciliter la mobilité, mais c'est au cœur de ça, c'est-à-dire le revenu garanti. C'est un moyen qui facilite la mobilité. Et de toutes les manières, la relève dans les régions, maintenant, c'est une problématique. Au-delà de la problématique démographique, il y a un problème de relève, il y a un problème économique sérieux, d'où on n'a pas le choix. Il faut faciliter, il faut orienter les nouveaux arrivants dans les régions. Merci beaucoup. Peut-être ajouter du point de vue du RCC, c'est certain que votre message est entendu, M. Arnald. On veut atteindre les cibles, il faut arriver avec la bonne approche. Si certaines de nos mesures n'ont peut-être pas donné les résultats escomptés jusqu'ici, par contre, il y a beaucoup de choses en place en ce moment qui sont en train de changer un peu la donne selon ce qu'on peut voir. D'abord, l'arrivée d'Entrée Express a changé un peu la donne en termes de trouver un moyen de recruter plus rapidement des gens et aussi de donner la chance avec les points supplémentaires pour les candidats d'expression française. Donc, pour la première fois, le ministère donne un avantage significatif aux francophones dans un système de sélection pour les immigrants économiques. Donc, ça semble engendrer une tendance positive. On voit nos chiffres augmenter. Là. C'est encore très tôt pour dire est-ce que ça va nous permettre de passer au-dessus du seuil de 4,4 d'immigration. Mais ce qu'on peut voir, en tout cas dans les données administratives qu'on a jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une progression assez importante. Donc, c'est encourageant. La réinstauration du programme Mobilité francophone aussi va nous aider pour transitionner des gens qui viennent avec un statut temporaire vers la résidence permanente. Ça demeure qu'effectivement, il va falloir faire beaucoup plus de promotion, faire beaucoup plus de promotion de ce qui existe, quelles sont les passerelles. Ça demeure l'immigration quelque chose de compliqué lorsqu'on est à l'extérieur du pays. Donc, c'est certain que votre message est entendu en termes on doit en faire plus en promotion. Mais mes collègues du bureau de Paris, Caroline et Louise, pourraient parler un petit peu du travail qui est en cours, mais on est en réflexion au ministère pour pouvoir faire un peu plus de recrutement, plus de promotion et réfléchir à d'autres façons de le faire mieux. Merci. Alors, passer à la prochaine question.
À ma gauche. Bien, merci. Je m'appelle Arsène Mwamba, je suis agent communautaire à l'Institut Guy Lacombe de la famille. C'est un centre d'appui à la famille à Edmonton. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Faisal. Oui. Dans votre exposé de vos recherches, moi, ça résonne dans mes oreilles comme vraiment il y a beaucoup du négatif. Vous avez beaucoup insisté sur des ghettos, des petits Congo, des petits Kinshasa. Alors, je voulais un peu avoir votre point de vue. Quel est le côté négatif d'une population, d'une communauté, à l'exemple du Congo, d'être ensemble, à l'exemple des Italiens à Montréal, des Chinois à Edmonton et dans beaucoup de grandes villes canadiennes, bien sûr. D'ailleurs, moi, en tant qu'intervenant et leader de cette communauté-là, parce que je suis d'origine congolaise, j'encourage mes frères et sœurs à être ensemble parce qu'un jour, ils peuvent avoir un député. Un jour, ils peuvent avoir un député. Parce que s'ils sont dispersés dans la ville, ils n'auront jamais un député congolais. Ça va arriver à 0,0005%. Alors, je voulais tout simplement savoir un peu, dans ces ghettos-là, dans ces mini-Congos-là, quelle est la proportion de ces Congolais-là qui se sont quand même démarqués, parce qu'il doit y en avoir. Et quel est leur rapport face à l'autre communauté immigrante d'origine congolaise? Merci. Merci. Alors, juste d'essayer de schématiser un peu la situation pour attirer l'attention des présents, des problématiques, parce que la ghettoisation, va à l'encontre de la cohésion espérée. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on n'a pas des données, on n'a pas une étude pour comparer c'est-à-dire les communautés. Mais chose est certaine, c'est que les Congolais, en particulier, à cause de problèmes linguistiques, à cause d'une intégration lente, ils sont devenus dépendants même des associations ethno-culturelles. C'est ça la ghettoisation, c'est-à-dire ils vivent, ils dépendent en plus de cette association ethno-culturelle, et ça compromet beaucoup leur intégration. Mais c'est une bonne idée de voir ou comparer les ethnies. Mais la dépendance, est-ce que les communautés ethno-culturelles les aident au moins à s'en sortir, ou bien je te donne du pain, 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 mais je ne vais pas te montrer comment aller pêcher. Est-ce que cette dépendance-là, à quelle durée? Parce que même la personne qui aide là, elle doit se fatiguer. Mais moi, je veux savoir, ces communautés ethno-culturelles qui ont ces personnes-là qui dépendent d'elles, est-ce qu'il y a de l'aide qui est apportée pour que ces gens-là puissent s'en sortir? Et arrêter de leur toujours donner, parce qu'on dit, tu m'apprends, tu me donnes du pain aujourd'hui, mais si tu m'apprends à pêcher, je vais voler mes propres ailes. Donc moi je crois que c'est quelque chose de culturel dans le sens que ces gens-là, quand ils viennent pour la première fois, ils en ont besoin de leur communauté, parce que moi ça m'arrive d'héberger parfois des gens dans mon sous-sol. J'arrive parfois d'inviter ces gens-là chez moi, leur préparer un bon foufou, leur faire quelque chose que même le gouvernement ne fait pas. Alors moi ici, je ne suis pas vraiment très convaincu que la dépendance aux communautés ethno-culturelles, c'est quelque chose, est-ce que ça va rester à long terme ou bien c'est quelque chose qui est à court terme? Merci. Merci. Je pense qu'il y a un autre panel cet après-midi qui va parler un peu de représentativité, donc on pourra revenir sur la question. À ma droite. Bonjour, Jacinthe Lemire de la Coopérative d'intégration francophone à l'île du Prince-Édouard. C'est une courte question pour Mme Martin. Quand on prend la strate de gens qui ont la langue maternelle anglais et français et qu'on la divise en deux,
me questionne souvent sur est-ce que ça serait possible de ne pas diviser cette strate-là en deux et de la prendre au complet quand on parle de statistiques. Surtout, je m'explique, avec le nombre croissant de familles exogames et l'augmentation de la diversité au Canada dans nos communautés. Dans ma province, en tous les cas, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent dans les deux langues et qui vont s'identifier prochainement auprès de Statistique Canada comme étant de langue maternelle anglaise et française. Mais on est des petites populations. Alors, quand on divise en deux, des fois, on se demande si ça reflète totalement la réalité. Est-ce que ça nous désavantage également? Donc, c'est vraiment plus une question technique, mais qui m'intéresse depuis longtemps. Merci. Merci. Oui, en fait, si je comprends bien votre question, c'est que vous vous questionnez par rapport au fait, à ce qu'on appelle la redistribution des multiples, c'est bien ça? Donc, quand quelqu'un donne une réponse, par exemple, vous parlez de l'exemple de la langue maternelle, anglais et français, c'est vrai qu'on a tendance par le passé, en tout cas, on avait tendance à redistribuer les multiples, 50% vont en anglais, 50% vont au français. Je pense que c'est un commentaire qu'on a entendu beaucoup dans les dernières années, d'autant plus qu'on voit une très grande émergence des réponses multiples. Puis je pense que cette année, en tout cas, je ne sais pas si ça a si bien paru, mais on avait fait vraiment cette avancée-là, ou en tout cas cette décision-là dans les diffusions des données du recensement de 2016, d'arrêter cette pratique-là, arrêter de la promouvoir. On fournit toujours des données. En fait, les gens sont libres de redistribuer s'ils veulent. Les gens qui veulent comparer avec, garder les vieilles méthodes ou comparer au fil du temps. Mais c'est vrai que c'est une approche qui, de moins en moins, on tente à promouvoir puis à garder les réponses. Merci. Donc, prochaine question, puis on arrive vers la fin du panel, donc ce sera dans la dernière question. Okay, merci. Si je reviens au micro, c'est puisque je n'ai pas eu de réponse sur ma question. Je vais revenir à ma question. Ma question, en fait, se pose sur une catégorie de nouveaux arrivants. C'est les demandeurs d'asile, refugee claimants, ou bien réfugiés sans statut, réfugiés in limbo. Alors, ce que j'ai remarqué de l'intervention de Ronald, c'est qu'ils sont pris en charge en Ontario. On peut voir qu'ils ont l'aide, ils sont pris en charge pour leur santé mentale, l'aide légale, chercher des papiers pour les permis de travail, même pour des ateliers d'employabilité. Alors, ma question était, pourquoi, si c'est fait en Ontario, pourquoi en Alberta ce n'est pas fait? Surtout dans la communauté francophone. Et je vais m'expliquer. C'est que d'ici, ça fait quelques années, depuis que je travaille à Accès Emploi, on pouvait donner des services aux demandeurs d'asile, ou même ceux qui n'ont pas de statut. Et je pense aussi dans les services d'établissement. Pour le moment, on dit, bon, OK, on peut leur fournir que des services de base. Je parle en emploi, juste peut-être on va se limiter sur un CV. Je pense que dans les services d'établissement, c'est presque la même chose. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est une politique d'immigration et réfugiés citoyenneté Canada, ou bien c'est une passivité des organismes qui donnent, disons, des services aux nouveaux emplois par manque d'élaborer des projets. Donc, c'est ça ce que je veux savoir. Donc, je veux avoir une piste de réponse ou bien quand même un peu de... Disons, c'est ça ma question. Je ne sais pas si j'ai compris ou si vous m'avez compris. Bon. Alors, merci de revenir à la charge. Avec Georges, peut-être, oui. Je ne sais pas si... Très bien. Merci de revenir à la charge, de ne pas lâcher. Écoutez, ça demeure, il y a plusieurs réponses à ça, il y a plusieurs facettes. Mais évidemment, pour Franco-Queer, en ce qui nous regarde, le financement vient de la province. Ça vient du ministère de l'Immigration provinciale et c'est eux qui nous supportent dans le projet actuellement. Alors, ce qui nous permet justement de pouvoir offrir un programme. Alors, on a présenté un programme au ministère, puis ça a été accepté. C'est un programme qui est juste pour les aider, parce que ce sont des demandeurs d'asile, ils n'ont pas la résidence permanente encore, ils ne sont pas des réfugiés conventionnels. Alors, c'est cette période-là que nous travaillons. Mais étant donné qu'on est le seul organisme français, on fait un peu plus. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses aussi à voir. C'est pas seulement que la question des fonds disponibles, mais c'est aussi la dynamique de la communauté comme telle. Si la communauté identifie un projet possible, il y a une demande, il y a
À ce moment-là, c'est la communauté qui doit réfléchir sur quelle façon de y répondre et puis d'essayer de parler avec des experts là-dessus, à savoir comment on fait pour savoir plus là-dessus. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de spécial un réfugié LGBT par rapport aux autres réfugiés? Alors, on peut penser que c'est tous la même chose, mais en même temps, on voit qu'il y a plus d'obstacles à leur intégration dû à cause de leur genre, leur identité sexuelle, et puis aussi, évidemment, et tout le reste. C'est un peu mes pistes de réflexion à ce moment-là. C'est au niveau provincial, peut-être voir au niveau en Alberta, est-ce qu'ils ont des fonds pour ça? Et puis, au niveau fédéral, ça va impliquer d'autres services aussi d'intégration. Mais c'est un groupe vulnérabilisé qui a qui a un potentiel énorme pour la communauté francophone, mais ils ont aussi, pour l'instant, à cause qu'ils sont vulnérabilisés, des obstacles à franchir, et puis il faut en tenir compte. C'est mon espoir. Et en tout cas, si jamais vous voulez en discuter, on peut en discuter plus tard parce qu'on doit terminer, mais pour aller plus à fond là-dessus, ça me fait plaisir d'en parler. Merci. J'ajouter un petit mot du côté IRCC, on est sensible évidemment à la question des immigrants sans statut et des demandeurs d'asile. Ça demeure une question complexe. Le programme d'établissement, effectivement, a été conçu pour servir les résidents permanents. Donc, les demandeurs d'asile n'étant pas des résidents permanents, ils tombent dans une catégorie qui n'est pas desservie actuellement. Par contre, dans le contexte où le ministre Hussein a fait des consultations, comme vous savez, depuis quelques mois, sur une nouvelle vision pour le programme d'établissement, ce sont des questions qui sont en réflexion au ministère. Et on a fait d'ailleurs un exercice, j'ai juste le mot en anglais, Sermon Design Challenge, pour réfléchir à des façons de tester des nouvelles idées, des nouvelles approches. Donc, on espère pouvoir vous revenir sur qu'est-ce qui pourrait être possible dans ce contexte-là. Merci. Alors, je vous inviterai à remercier chaleureusement nos panélistes.